Salut à toi, ami humaniste. Tu es bien sur la chaîne du Courant pour une écologie humaine et tu t'apprêtes à écouter un podcast qui souhaite régénérer ton espérance en donnant la parole à des acteurs qui bâtissent, dans leur cœur d'activité, un monde aimable. En espérant alors que toi aussi, tu voudras agir après avoir écouté ça. Aujourd'hui, nous recevons Véronique Comollet qui accompagne bénévolement des personnes en fin de vie en soins palliatifs. Elle nous offre alors un témoignage précieux dénonçant notamment l'invisibilisation de la fin de vie. Bonjour Véronique, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je suis une mère de famille, j'ai 4 enfants. Je travaille dans une agence de design et je m'occupe de ce qui est juridique et financier. Et depuis maintenant 17 ans, je suis bénévole d'accompagnement dans une unité soins palliatifs. Et donc, comment est-ce que vous définiriez les soins palliatifs? Les soins palliatifs sont des soins actifs qui sont délivrés par une équipe pluridisciplinaire, donc des médecins, des aides-soignants, des infirmières, des kinés, etc., à des personnes qui sont atteintes d'une maladie grave, incurable, évolutive, souvent en fin de vie, mais pas toujours, dans le but de leur apporter un soin le plus confortable possible et de prendre en charge l'ensemble des souffrances qu'ils peuvent avoir. Et quand je dis l'ensemble des souffrances, c'est à la fois, physique évidemment, et ça c'est peut-être curieusement ce qui est le plus simple, mais aussi toutes les souffrances sociales, familiales, spirituelles, psychologiques, voilà. D'où l'intérêt d'avoir une équipe très large. En parallèle de cette équipe, il y a également des bénévoles d'accompagnement. Donc ces soins palliatifs, ils se font à l'hôpital, bien sûr, mais ils se font aussi beaucoup à domicile et du moins c'est ce qu'on essaye, et ils peuvent être dans des centres spécialisés comme les unités de soins palliatifs, mais aussi en EHPAD ou dans des services hospitaliers particuliers pour lesquels il y aura ce qu'on appelle des lits dédiés. Aussi, dernière chose, ça s'adresse bien sûr à la personne malade, mais le but des soins palliatifs, c'est aussi de prendre en compte l'entourage autour de ces personnes, les familles, les amis, de façon à ce que justement ces souffrances, elles soient le mieux entendues et le mieux prises en charge possible. Notre époque semble être marquée par un refus de la perte qui justement peut peut-être aggraver la souffrance des proches. Alors pour vous, quelle forme prend ce refus dans nos vies? Le refus de la perte, je pense que c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on le voit, hein, il y a cette espèce de jeunisme qui fait qu'on ne veut rien perdre de ce que l'on est physiquement, de ce que l'on a comme potentiel, etc. Mais malheureusement, le temps, il avance, et puis ce refus de la perte, il arrive aussi vers les personnes qui sont malades et qui se trouvent obligées d'accepter en fait de perdre, à la fois de perdre physiquement, mais aussi de perdre en autonomie, de perdre en indépendance et d'intégrer le fait qu'ils vont perdre la partie entre guillemets. C'est vrai aussi pour les proches, on n'est jamais prêt à perdre un proche. Je crois que c'est difficile d'intégrer cette perte-là, et malheureusement, ça fait quand même partie de notre condition humaine, donc faut l'accepter. Ce refus de la perte est aussi fortement lié avec l'invisibilisation de la mort et du deuil dans notre société. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Je rencontre assez souvent, et je suis toujours un peu surprise, des personnes, d'un certain âge, pas des jeunes, hein, des personnes au-delà de la quarantaine ou de la cinquantaine, me disant: «Je n'ai jamais vu un mort de ma vie», et rien que ça, c'est quelque chose de difficile. Et puis bon, la mort, on l'invisibilise aussi comme on invisibilise aujourd'hui le handicap, la précarité. On est dans une société qui se doit d'être performante et d'être, efficace, d'être, rentable, et c'est sûr que la mort, le deuil, c'est pas des critères d'efficacité et de rentabilité. Est-ce que vous pensez que cette invisibilisation de la mort, justement, nous fait perdre quelque chose de la vie, que ce soit individuellement ou collectivement? Le fait d'avoir mis la mort vraiment de côté dans nos sociétés, je suis convaincue que ça enlève quelque chose au monde des vivants. C'est-à-dire qu'être, face à la mort, face au deuil, c'est prendre conscience de sa propre, vulnérabilité, et ça permet quand même d'investir peut-être un peu plus profondément et un peu plus intensément chaque jour. C'est aussi prendre conscience de la préciosité de l'autre, c'est-à-dire, j'ai des gens autour de moi, je les vois, je les aime ou pas d'ailleurs, mais si je n'intègre pas le fait que cette relation, ces personnes-là, ben, peut-être qu'elles peuvent, partir un jour. Si je n'ai pas la mort, alors je dis pas qu'il faut l'avoir en permanence, et pour moi, c'était pas du tout cette idée-là, et c'est bien d'être joyeux, d'avancer et de se sentir aussi invincible. Mais prendre conscience que le lien peut être éphémère, que celui que j'aime, ne sera peut-être pas toujours là, ça nous oblige aussi, il me semble, à apprécier
au maximum le temps, à se dire que ce que je dis aujourd'hui, eh ben, c'est important de le dire parce que peut-être que demain, je pourrais pas le dire. Voilà, c'est un peu tout autour de ça que pour moi, la mise à l'écart de la mort fait perdre à chacun sur un plan individuel quelque chose. Et je dirais que sur un plan collectif, il me semble aussi que c'est dommageable parce que on voit bien que dans les enterrements, quand justement la mort est présente, il y a un mouvement collectif, il y a un mouvement de solidarité. On se retrouve en fait autour de ça parce que c'est quelque chose qui nous touche tous dans notre quotidien et donc collectivement. On va maintenant un petit peu s'attarder sur le deuil. Donc combien de temps est-ce que vous diriez que cette étape doit durer? Et plus généralement, quelle est la place laissée au deuil dans nos sociétés? Je trouve qu'on a beaucoup d'a priori sur le deuil. Le deuil, ça dure 3 ans, le deuil, ça dure tant, machin. Au bout je sais pas, au bout de 2 ans, c'est pathologique, au bout de chacun fait comme il peut. On a supprimé, par exemple, on a supprimé le noir. On n'est plus personne n'est en deuil quand on a perdu quelqu'un et je trouve que ça avait le mérite d'envoyer un signal à la société en disant, «Cette personne, elle a été bousculée, elle a vécu quelque chose de difficile, prenez-en soin». Il y avait un message qui passait. Aujourd'hui, ben, au bout de 3 mois, il faut quand même recommencer à être joyeux et surtout ne pas encombrer les gens avec, ce qu'on a vécu. Or, on sait très bien que ce fameux travail de deuil, sur lequel j'aime pas le mot, il passe beaucoup quand même par l'élaboration. C'est que les personnes, on voit bien, elles ont besoin d'en parler, elles ont besoin de raconter le moment, elles ont besoin de dire leur perte. Voilà, il faut leur laisser cette possibilité-là. Si on leur laisse 3 mois, c'est court. C'est effectivement toujours difficile de perdre quelqu'un, et ça l'est aussi de voir un proche perdre quelqu'un. Donc comment est-ce qu'on peut être présent et aider un proche qui justement vit un deuil? Nous sommes tous capables d'être présents à l'autre et de l'écouter. Et de l'écouter avec attention, avec bienveillance, avec sans projet, sans conseil. Il s'agit pas de dire si j'étais toi, je ferais ça, ou de dire ah bah moi c'est pareil quand j'ai perdu. Hein. Simplement laisser un espace de parole dans lequel la personne mettra ce qu'elle voudra, et ce sera une chose différente à chaque rencontre, mais qui lui permettra, toujours dans cette idée que je pense vraiment que la parole a un des bienfaits thérapeutiques, qui lui permettra de dire et de redire et de re-redire ce qu'elle a vécu et la souffrance et le deuil et ce qui manque. Et petit à petit, viendront surgir des petites phrases qui montreront que oui, il y a tout ça, mais justement aujourd'hui, je suis allée me promener et justement aujourd'hui, j'ai repensé à ce qu'on avait vécu et c'était bien, c'était doux. Il y avait donc pour moi, c'est vraiment le rôle des proches. Souvent, les personnes disent oui, mais moi, je veux pas lui en parler, je suis là pour la distraire parce que si je lui parle, ça va la rendre triste. Mais en fait, non, faut pas s'imaginer que les personnes n'y pensent pas. Elles y pensent quand même beaucoup. Donc, laisser les personnes en parler, c'est un cadeau énorme qu'on peut leur faire, je crois. Vous parlez d'écoute, mais comment bien écouter? Et surtout, quelle va être la meilleure manière de réagir face à un silence? Dans le silence, il y a quelque chose de terrifiant. On a tout de suite envie de le combler, on a tout de suite l'impression qu'il y a un malaise de part et d'autre. Et donc, on va dire tout de suite une petite phrase, hop, qui va permettre de ah, je suis sortie de là. Alors qu'en fait, c'est merveilleux le silence. C'est l'opportunité pour l'autre de prendre le temps de laisser reposer tous les mots qu'elle a dit. C'est prendre le temps que ces mots-là fassent un chemin aussi dans le cerveau de chacun. Et c'est laisser à l'autre le kéros, le bon moment où elle va poser le mot suivant. Et très souvent, je m'aperçois quand je suis en accompagnement que lorsque je laisse ce silence advenir, très souvent la personne va poser quelque chose d'important. Parce que c'était tellement lourd qu'elle n'arrivait pas à le dire, il lui a fallu, il faut prendre de l'élan pour le dire, il faut du temps. Donc, je pense que dans une écoute active, la part qu'on laisse au silence est très très importante. Être capable de regarder l'autre profondément, c'est-à-dire au-delà de ce qu'il nous montre, essayer de pas fuir un regard qui parfois peut nous challenger un peu. Il y a certaines personnes qui vont dire des choses qui sont assez lourdes, qui sont assez difficiles. La seule chose qu'on puisse faire dans ces cas-là, c'est être là. Ça fait maintenant 17 ans que vous êtes accompagnante et que vous côtoyez donc des personnes qui vont mourir. Qu'est-ce que cela vous a permis de comprendre? Et qu'est-ce qui vous marque le plus? Face à la mort, on découvre, il me semble, l'inéluctable. Quand on y repense, on se dit que, ben, justement, si jamais je sais que cette mort-là va arriver,
Je me dois de faire de chaque jour précédent quelque chose de bien, quelque chose de riche, quelque chose où j'aurai investi de moi-même, à la fois intellectuellement, mais aussi affectivement, aussi socialement. Ça me frappe beaucoup quand je suis auprès de personnes en fin de vie, quand je les écoute parler, que j'entends leur énergie quand même, leur envie, alors que par rapport à nous qui pouvons profiter de beaucoup de choses, ben, tout nous semble normal, donc on n'investit pas vraiment ce temps-là. Moi, ces personnes-là m'apprennent quand même l'importance de chaque moment et l'importance d'en faire quelque chose de bien. Et puis d'être capable aussi de se centrer sur les choses vraiment importantes. Qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie? Il me semble qu'on a un peu tendance, en tout cas moi, c'est clair, à s'angoisser pour des choses qui n'arriveront jamais, à anticiper des situations et ne pas voir celles qui arrivent. Enfin, moi, finalement, ça va m'aider de relativiser un petit peu et de prendre les choses peut-être avec un peu plus de philosophie ou de sagesse, ou de se dire que il faut savoir ce qui est vraiment important et essentiel. Pour moi, c'est ce qui compte vraiment, c'est ça, c'est être capable d'être en relation de façon authentique avec les personnes et d'être capable de s'émerveiller de ce qui est beau autour. Je crois vraiment que l'homme est fait pour la vie. C'est quelque chose qui est assez impressionnant et extrêmement touchant quand on fait de l'accompagnement en soins palliatifs, c'est de voir cette étincelle de vie et cette étincelle d'envie que les gens ont, même lorsqu'elles sont à très peu de temps de leur mort. Est-ce qu'il y a d'ailleurs quelques histoires qui vous ont touché particulièrement? Une histoire qui m'a beaucoup touchée, c'était une jeune femme qui accompagnait sa mère, une mère donc, qui était tout à fait en fin de vie, et nous avons vu cette jeune femme venir d'abord avec un ventre de 8 mois 3 quarts, et puis après avec un tout petit. Déjà, ça, c'était merveilleux d'avoir à la fois la vie et la mort qui se côtoyaient. On entendait les pleurs du bébé dans le couloir. Il y avait quelque chose de vraiment de la vie absolue. Et puis, il se trouve que la mère a été beaucoup moins bien et donc la fille a pris un petit temps avec sa mère. Donc, elle a confié son bébé qui devait avoir 15 jours, je sais pas, 3 semaines. Je l'ai rencontrée à ce moment-là. La mère dormait et cette jeune femme m'a dit non, non, mais asseyez-vous. Elle m'a parlé de leur relation, de tout ce qu'elles avaient vécu de merveilleux, de ce qui avait été difficile aussi pour elle, de vivre sa grossesse loin de sa mère puisqu'elle n'était pas à Paris, mais en même temps la joie qu'elle avait eue de lui mettre son bébé dans les bras, de voir qu'il avait connu sa grand-mère et puis la tristesse de se dire qu'elle ne l'aiderait pas pour élever cet enfant et qu'elle allait lui manquer, mais que quand même ça avait été une mère tellement merveilleuse. Donc pendant, je sais pas, pendant 3 quarts d'heure, elle m'a raconté ça et puis elle tenait la main de sa mère et puis au bout d'un moment, elle a regardé sa mère et elle lui a dit, sa mère avait les yeux fermés, elle avait l'air de dormir et puis elle lui a dit, tu écoutes tout. Et je me suis dit que c'était merveilleux parce que probablement elle ne lui aurait pas dit directement tout ça. Et parfois, la présence à l'autre, en tant que tierce personne, c'est aussi ça, c'est aussi ouvrir la possibilité de dire quelque chose à l'autre. Et en fait, cette femme est décédée le lendemain et donc je pense que c'était un temps très précieux. Après, j'ai 1000 moments qui m'ont extrêmement touchée. Quand je suis présente au moment de la mort des gens, ça c'est quelque chose qui me bouleverse même si je connais pas les gens. C'est-à-dire que ça m'est arrivé plusieurs fois, je fais une présence silencieuse auprès de personnes qui vont mourir parce que pour les soignants, s'il y a pas de famille, c'est difficile de se dire que la personne va partir toute seule. Donc ils nous demandent de rester là en présence silencieuse. C'est toujours assez bouleversant en fait ce moment où tout d'un coup il y a le souffle n'est plus là et en même temps, la personne est exactement la même que juste avant. Je peux pas faire un accompagnement derrière après. Je sens à chaque fois que je suis présente à ce moment-là, un peu comme si la personne venait se servir de mon énergie pour passer. Il y a quelque chose qui est très troublant et infiniment mystérieux. Vous dites qu'il faut prendre le temps d'habiter la perte. Mais est-ce vraiment possible dans notre société où on est soumis à de nombreuses injonctions, dont celle de passer vite à autre chose, d'être toujours content? Qu'avez-vous à dire sur le sujet d'un point de vue de la société? On a effectivement une injonction à être heureux, à être beau, à être en bonne santé, à être performant. Il y a ce message de la société en permanence. Pourtant, je suis absolument convaincue que c'est à ces extrémités et à la façon dont une société prend soin des extrémités, quelles qu'elles soient, et qu'elle s'enrichit.
Pour moi, la richesse, elle est bien au-delà de la richesse économique et même, si on prenait un peu mieux soin de ces temps de la vie, et notamment du dernier temps de la vie, ça aurait moins de dégâts, même économiques, sur ce qui reste. Vraiment, ça, si on était capable, un peu plus sociétalement de prendre soin des personnes, en fin de vie, ça nous rendrait meilleurs, je crois. Et pour finir, quel est le dernier message que vous aimeriez nous transmettre aujourd'hui? Découvrir l'accompagnement en soins palliatifs, ça a été quelque chose qui a vraiment changé ma vie, ma manière de voir la vie, ma manière de rencontrer les gens. Ça a été pour moi très, 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 très fondateur. Je trouve que c'est des moments extrêmement forts qui peuvent être extrêmement joyeux, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, qui peuvent être bien sûr, et ça on l'imagine bien, assez douloureux, mais toujours très intenses. Donc bon, oui, si j'avais 2 choses à dire, la première c'est n'ayez pas peur d'aller rencontrer des personnes qui sont en fin de vie, même vos proches. Quelquefois, les gens se disent: «Non mais il est très malade, je vais pas le déranger» ou «Non mais je le laisse avec sa femme» ou «Je le laisse», je veux pas. Des petites choses, une présence à l'autre qui peut être rien du tout, qui peut être simplement, de déposer le dîner du soir, par exemple. Ne pas s'imposer, mais savoir être présent à l'autre. Et donc pour ceux qui veulent aller plus loin, faire de l'accompagnement soins palliatifs, c'est fantastique. Il y a des associations, pour ça. Il suffit de se rapprocher d'elles. On peut trouver localement, on peut faire de l'accompagnement à domicile. C'est aussi, je pense, quelque chose d'important. Et puis alors une dernière chose aussi, il y a des formations qui ont été lancées il y a 2 ans par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs qui s'appellent Dernier Secours. Ce sont des formations qui s'adressent à tout un chacun. Pour certains, c'est: j'ai accompagné ma mère, pendant 1 semaine, elle m'a dit qu'elle allait mourir et j'ai pas compris et j'ai rien su faire. Et j'ai dit: mais non, et j'ai changé de sujet, puis elle est morte et je me suis dit: j'ai raté quelque chose. Et je veux pas rater la mort de mon père. Et vraiment, ça, si je peux engager les gens à le faire, pour moi, ça devrait être obligatoire. C'est vraiment du basique et ça fait du bien aux gens. Merci, Véronique Comollet, pour ce témoignage nécessaire qui nous rappelle que même en fin de vie, nous restons des personnes dignes d'attention et à part entière. Auditeur, quant à toi, nous te remercions de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et pour suivre nos actus, ou juste t'abonner à notre newsletter mensuelle, on te donne rendez-vous sur www.écologiehumaine.eu. À très bientôt!